Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes à 15 jours maintenant du premier tour de l'élection présidentielle. Plus que jamais, cette élection reste ouverte, comme si les Français, on le voit bien à travers tous les sondages, étaient à moitié convaincus par l'offre politique des différents candidats. Un chiffre d'ailleurs ne trompe pas, c'est le nombre des indécis qui repart à la hausse de 37%. Ces indécis sont passés à 42% selon le dernier sondage de l'IFOP. Comment les candidats comptent-ils convaincre les Français et ces indécis? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec les représentants de deux d'entre eux. Louis Alliot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le numéro 3 du Front National, vous en êtes le secrétaire général, vous êtes également le directeur adjoint de la campagne de Jean-Marie Le Pen et vous avez aussi un ancrage régional puisque vous êtes conseiller régional de Midi-Pyrénées. Gérard Onesta, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous un des vice-présidents du Parlement européen et vous êtes député vert européen du Tarn, ancrage régional là aussi pour vous. Alors première question, beaucoup d'indécis, je le disais, 42%, ça veut dire quoi? Que vos candidats ne parlent pas vraiment des principaux sujets qui préoccupent les Français aujourd'hui, Louis Alliot? Non, ça veut dire que pendant plus de 2 mois, on a mis au cœur de la scène politique M. Sarkozy, Mme Royal, M. Bayrou, qui se sont partagés les thèmes de campagne, les débats, qui se sont amusés à décrypter, nous voulons un tel pour Premier ministre, qui ont parlé de l'accessoire et qui ne sont pas allés sur l'essentiel, c'est-à-dire le projet qu'ils veulent pour la France de demain. Et je crois que les Français se sont lassés, ils se lassent, et aujourd'hui, ils essaient de voir si ailleurs, il n'y aurait pas autre chose qui soit beaucoup plus favorable pour eux. Gérard Onesta, lassitude ou pas des Français? La question que je me pose en tant que vert, c'est où sont passés les 10-12% de Nicolas Hulot. Et j'ai l'impression qu'ils sont pour l'instant réfugiés dans ces 42% qui ne savent pas encore. C'est vrai que sur les thèmes essentiels, la santé, la solidarité entre générations, l'avenir de la planète, les gros candidats, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, n'apportent vraiment pas de réponse. On en est à la taille du drapeau français qu'on doit mettre à la fenêtre, c'est à peu près de ce niveau-là. Donc j'ai l'impression que les 15 jours qui nous restent nous réservent pas mal de surprises. Louis Alliot, le vote Le Pen reste encore le cauchemar des sondeurs. Aujourd'hui, il est difficile à évaluer la cote du Front National entre 13 et 16%, dit-on aujourd'hui. En tous les cas, vous voyez au second tour. Bien sûr. Vous avez même déjà, c'est ce qu'on m'a dit, réservé les salles de meeting pour le second tour. Alors qu'en 2002, vous aviez été surpris par le score de Jean-Marie Le Pen, vous aviez été pris au dépourvu. Là, ça y est, vous avez mis réservé des options sur un certain nombre de salles, au cas, évidemment, où notre candidat est au second tour. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que Jean-Marie Le Pen sera au second tour? Deux choses. D'abord, nous commençons à monter dans les sondages d'une manière significative, mais nous n'y prêtons pas d'attention. Ce qui est important, c'est la tendance générale. Nous montons, mais ce qui est important, le plus important pour nous, c'est l'accueil que nous recevons sur le terrain auprès des Français. Jean-Marie Le Pen était ce matin à Argenteuil, sur la fameuse dalle où M. Sarkozy a été conspué et insulté. Mais je peux vous dire que dans ces banlieues-là, même dans ces banlieues-là, un certain nombre de Français et de personnes se demandent si Jean-Marie Le Pen n'avait pas raison avant les autres. On va en reparler des banlieues. Gérard Onesta, pour vous et pour Dominique Voynet, la question c'est comment se rendre audible quand on est crédité d'à peine 1 à 2% dans les sondages et comment contrer la tentation du vote utile? Bien, j'ai l'impression justement que l'incertitude que l'on note dans les sondages, c'est la réserve de voix pour les écologistes. On ne peut pas, au même moment, avoir à la une de tous les journaux l'alerte générale pour dire le climat est en train de se casser la gueule, l'économie va être détruite par la crise environnementale, et au moment du vote final, ne pas retrouver ça d'une manière ou d'une autre dans l'urne. Voilà pourquoi moi je reste confiant. Quant au vote frontiste, moi je considère que le Front National, ce n'est pas un parti, c'est un symptôme politique. C'est une sorte de vote refuge, une façon de dire merde quand on ne croit pas à ce que disent les grands partis. Merde est un mot grossier, excusez-moi, mais j'ai l'impression que le vote Le Pen est quelque part également un vote grossier, parce que ce qu'il propose, c'est quand même assez schématique. Mais Gérard Onesta, si les Français disent merde aux partis politiques, c'est qu'ils n'ont pas fait leur boulot, non? Peut-être aussi, non? Je crois que les partis traditionnels, effectivement, n'ont pas compris qu'on avait totalement changé d'époque. Quand on en est une fois de plus, alors qu'on est en train, par exemple, de s'interroger sur l'avenir de l'Europe, qui est l'essentiel de l'avenir de la France, et que ce jour-là, le jour du 50e anniversaire, on parle de la taille du drapeau français qu'on doit avoir à nos fenêtres, on n'est pas à la hauteur du débat, c'est clair. Alors on va aborder vraiment le fond de vos programmes dans un instant. Je voudrais avoir votre réaction sur ces deux personnalités qui ont rejoint deux des principaux candidats, Yannick Noah, qui figure toujours dans le trio de tête des personnalités les plus aimées des Français et qui soutient donc, on l'a appris hier, Ségolène Royal, et enfin Bernadette Chirac, qui est aussi, elle, très estimée des Français et qui est venue apporter son soutien dans un meeting à Nicolas Sarkozy. Alors un commentaire? Et le troisième que vous avez oublié, Bernard Tapie. Oui, on va peut-être en reparler tout à l'heure, tout de suite après, mais je voudrais avoir votre avis sur Yannick Noah et sur Bernadette Chirac. Très honnêtement, je crois que ça n'a aucune importance. Dans le monde
politique dans lequel nous vivons aujourd'hui, dans l'ambiance générale, les Français se moquent de savoir qui soutient qui. Les chanteurs, c'est fait pour chanter. Que Yannick Noah soutienne Madame Royal, ça ne l'empêchera pas de faire le score qu'elle réalisera au soir du premier tour. Je crois que ça, c'est la poudre aux yeux. C'est la politique spectacle et les Français n'en veulent plus. Ils veulent du concret, ils veulent des idées et ils attendent beaucoup plus de la gauche que l'apport de M. Noah et d'autres. Je vous rappelle qu'à la Constitution européenne, lors du référendum, M. Jacques Lang, soutien de Mme Royal, avait invité un parterre de sommités du showbiz, etc., qui venaient en disant qu'il fallait voter pour l'Europe, il fallait voter pour l'Europe. Les Français ont dit non. Mais là, de la même manière, il faut que le maximum de gens du showbiz soutiennent les candidats du système, M. Sarkozy, Mme Royal, M. Bayrou. Comme cela, ils ne seront pas au second tour. Cher Onestas, sur Yannick Noah et Bernadette Chirac. L'engagement de Noah... Ensuite, on parlera de Bernard Tapie. Oui, l'engagement de Noah est connu depuis longtemps. Au-delà de son passé tennistique ou de son actualité musicale, c'est quelqu'un qui est toujours intéressé à la solidarité dans le monde. Donc je trouve assez logique qu'il soit à côté de Royal. Par contre, le soutien de Madame Chirac à l'ennemi d'hier ou d'avant-hier, Sarkozy, c'est assez pathétique. C'est un théâtre d'ombre où les gens se déchirent dans les coulisses et s'embrassent sur la bouche face aux caméras. C'est ridicule. Alors la vraie surprise, on le disait, et vous le disiez, Louis Alliot, c'est venu quand même de Bernard Tapie, qui quitte la gauche, le parti radical de gauche. Ah, il était de gauche pour rejoindre Nicolas. En tous les cas, ça a été une des figures emblématiques de l'ère Mitterrand, à laquelle vous avez participé, Gérard Onesta. Il a été un des ministres de Mitterrand. Très peu Mitterrand. Peut-être pas vous directement. Très peu mitterrandiste. Mais en tous les cas, bon, c'est un ralliement pitoyable, a dit Jean-Michel Bailey, le président des radicaux de gauche. Un commentaire ? Ben non, je crois que l'argent va à l'argent et que dans ce système-là, ça fait aussi partie du système et que nous sommes encore une fois très loin, très éloignés des préoccupations de l'emploi, de l'immigration, de l'insécurité, de l'Europe justement, et que ça fait partie, je le disais, du showbiz, de la politique spectacle. Aujourd'hui, on veut du concret, des mesures, savoir ce qu'on fait pour relever le pays. Idem. C'est le club des grandes gueules, ils vont bien ensemble, ça ne me surprend absolument pas. Les populistes vont avec les populistes. Alors dans l'actualité aussi, Louis Alliot, Jean-Marie Le Pen a fait scandale un jeudi dernier devant les élèves de Sciences Po Paris sur la question des préservatifs gratuits dans les écoles et dans les lycées. Il a conseillé une autre méthode, le manu militari. Alors pourquoi employer de tels propos provocateurs, irrespectueux à l'égard des jeunes aujourd'hui, sur des sujets quand même majeurs de société que sont la contraception, le sida, l'avortement? On ne comprend pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Sciences Po Paris, qui fait figure d'une école à l'échelle nationale et même internationale, les élèves et la hiérarchie de Sciences Po Paris se sont comportés comme des voyous. C'est-à-dire ils ont reçu un candidat à la présidentielle qui a été deuxième la dernière fois au second tour. Ils l'ont reçu par des sifflets, des huées. Ils l'ont empêché de parler. Il y a eu 2 blessés, dont un journaliste. C'était même pas la peine de l'inviter d'ailleurs, mais enfin, il est venu. Il a pris la parole et il a répondu à la provocation par de la provocation en s'amusant. Et ces fameux termes-là, c'est une boutade de sa part. Cela dit, est-ce que ça justifie vraiment ces termes-là Écoutez, je crois qu'il faut sortir du politiquement correct. Je peux vous dire que dans les chaumières, ça a bien fait rire. Bon. Autre question de l'actualité, qu'est-ce que vous avez pensé de François Bayrou, de supprimer l'ENA? Il veut supprimer cette école qui forme toutes nos élites et qui ont investi la sphère politique en France. Fabius, à une époque, parlait de 80 énarques qui gouvernaient la haute fonction publique et les grandes entreprises du CAC 40. Il faut la supprimer ou pas? Ou c'est un gadget? Vous savez où est basée l'ENA? À Strasbourg. Oui. Moi, je préférerais que l'on ait une vraie université européenne, que l'on pense global, plutôt que de penser franchouillard avec cette élite qui, effectivement, n'a pas compris que le nombril du monde n'avait pas une forme hexagonale. Si c'est pour remplacer l'ENA par quelque chose qui fait exactement la même chose, mais avec un autre nom, ça n'a aucune importance. Remettons les universités et l'Europe peut-être au centre du débat, et on changera les choses à ce moment-là. Oui, mais c'est une proposition qu'a fait le Front National depuis longtemps, déjà, la suppression de l'ENA, c'est-à-dire le formatage des esprits, des cerveaux, de l'intellect, de l'élite de l'administration publique dans une école où on se rencontre et on passe de la grande entreprise au ministère, du ministère chez le copain. On arrive même à se marier entre soi, si je puis dire, puisque Madame Royal, Monsieur Hollande sont 2 énarques, que les énarques peuplent le Parti socialiste et l'UMP d'une manière absolument hégémonique, si je puis dire. Il faudrait faire confiance aux universités, aux écoles, redonner un peu au concours de la fonction publique le lustre qu'il avait avant. Quant à ce qu'a dit M. Onesta, c'est une contre-vérité parce que les énarques, justement, sont un peu trop tournés vers l'Europe et il ferait bien de se tourner vers la France et l'intérêt du service public à la française, justement, et pas du service libéral à l'européenne que vous défendez.
Certainement pas. Une réponse ou on aborde l'Europe dans un instant? Bon, alors, je dirai ce que je pense du Front National de l'Europe dans pas longtemps, parce que je les vois au jour le jour sur place. Ça va être intéressant. Alors, je voudrais quand même revenir sur ce qui a fait l'actualité ces derniers jours, en tout cas qui a alimenté le débat de la présidentielle. Ce sont les échauffourées de la gare du Nord, la semaine dernière à Paris. Ces événements ont remis au cœur de la campagne le couple immigration-identité nationale, un de vos thèmes favoris du Front National. Alors, deux questions. Est-ce que vous trouvez normal que ce qui s'est passé à la gare du Nord influe à ce point le débat des présidentielles? Et deuxième question, est-ce qu'il faut vraiment imposer la gratuité des transports pour tous les jeunes chômeurs et les étudiants qu'on a laissés en déshérence dans les banlieues qui sont très éloignées des centres-villes? Sur la gare du Nord, oui, j'y étais 48 heures après. Oui. Et honnêtement, rien ne disait qu'il y avait une émeute urbaine telle qu'on a bien voulu nous la montrer à la télévision. Finalement, il y a quelques paires de godasses qui ont été volées. On a monté cette affaire en épingle, justement, une fois de plus, pour faire le jeu de ceux qui font leur chou gras sur l'insécurité, les gens un petit peu trop basanés. On est en train de nous refaire le coup de 2002, alors que les vrais débats sont ailleurs. Je suis désolé, ce qui s'est passé à Gare du Nord ne méritait pas cette couverture-là. Par contre, le vrai débat, c'est oui ou non la gratuité des transports. Si on veut vraiment faire une alternative à la bagnole, il faudra un jour ou l'autre qu'on se pose la question, pour inciter les gens à prendre ce qui pollue le moins, il faut peut-être aller jusqu'à la gratuité. Après tout, ça ne coûtera que le prix de 1 ou 2 sous-marins. Louis Alliot, on a instrumentalisé les événements de la gare du Nord? C'est-à-dire que les événements de la gare du Nord ne sont qu'un symptôme d'une situation générale. Depuis les émeutes de décembre dans les banlieues, ça n'a jamais arrêté. C'est bien d'ailleurs, M. Onesta dise publiquement les choses, comme quoi c'est une péripétie. À Toulouse, les gens qui voient leur voiture brûler tous les jours seront heureux de l'apprendre, ou même à Castres, ou ailleurs, ou à Lavelanet. C'est une chose qui existe, ce n'est pas un fantasme. Alors, à la gare du Nord... faire un acte fondateur de la République, je suis désolé... Ça, c'est autre chose. Mais c'est le ministre de l'Intérieur qui a porté le débat là-dessus, parce que c'est lui qui a fait campagne, moi je suis l'homme de la sécurité, je vais régler tous les problèmes. Or, finalement, ça a montré qu'il n'avait rien réglé, et si ça a démontré quelque chose, c'est bien l'échec de la politique de Sarkozy en matière d'insécurité, ça c'est certain. Vous voulez dire, Louis Alliot, qu'il y a un problème de ségrégation sociale aujourd'hui en France, qu'on a laissé se dégrader la gauche comme la droite d'ailleurs, toutes ces banlieues. Il y avait un problème de misère sociale et économique. Cela dit, tout le monde fait ce constat, mais quelle solution amener? Oui, mais attendez, le problème c'est quand vous avez une situation d'économie difficile et que vous continuez à faire entrer sur votre sol des personnes que vous ne pouvez plus assimiler parce qu'il n'y a plus de travail, parce que les aides sociales commencent à devenir très chères pour le contribuable, parce que l'insécurité s'y mêle, parce que vous avez mis des milliers de personnes... Nous y voilà, la faute à l'étranger. Non, pas la faute à l'étranger, dans des ghettos. La faute à ceux qui les ont mis dans ces ghettos et qui ne leur ont pas donné les moyens de se développer et de s'assimiler à la République française. Et ça, M. Onesta, vous m'excusez de vous dire, vous en êtes responsable avec les gouvernements de gauche, car je rappelle depuis 81 que la gauche, Parti socialiste, écologiste et communiste, des populations entières en les traitant de sous-citoyens. Vous avez allumé ce feu-là, monsieur Alliot. Vous avez allumé ce feu-là. Et d'ailleurs, Bernard Tapie était ministre de la ville socialiste et il n'a rien fait sinon essayer d'acheter la paix sociale dans les banlieues. Gérard Onesta, réponse. Bien, le Front National, depuis longtemps, souffle sur les braises. Quand le feu ne s'allume pas assez vite, on fait vite une provocation et on les voit saliver à quelques jours du scrutin en espérant que toutes ces images-là vont se compter comme autant de bulletins en leur faveur. Si, une fois de plus, le peuple français tombe dans ce piège-là, il ne faudra pas venir pleurer tous les 5 ans en disant qu'on n'a pas fait le bon choix. Alors sur l'emploi et le chômage, c'est vraiment là aussi un sujet de préoccupation qui est malheureusement pas assez souvent abordé. François Mitterrand, réaliste, avait dit en 1994 « Dans la lutte contre le chômage, on a tout essayé. Est-ce que selon vous, il y a des solutions, des recettes que l'on n'aurait jamais essayées ?» Oui, la coordination au niveau européen, par exemple. Nous n'avons pas de politique budgétaire commune, pas de politique sociale commune, pas de politique fiscale commune. Chacun tire dans son coin. On se rend compte qu'on délocalise ici pour aller là. Ça ne marchera pas. S'il y a un minimum de coordination, on s'en sortira. Il faudrait penser l'Europe et pas simplement penser la France. Et justement, nous pensons que l'Europe, telle que l'a voulu d'ailleurs M. Onesta et ses amis, est un échec complet, notamment en matière d'emploi, parce qu'elle s'est ouverte aux 4 vents de la mondialisation. Quand vous recevez les productions d'Amérique latine ou de Chine en concurrence tout à fait déloyale de coûts salariaux. Un ouvrier là-bas est payé, je crois, 50 € par mois. Regardez comme il est payé en France. Quel dommage que la famille Le Pen ne vote pas mes amendements. C'est vrai que la famille Le Pen, le jour où on la verra à Strasbourg pour faire leur travail de député, peut-être que les choses changeront. Vous parlerez de ça tout à l'heure. Il y a Martinez qui travaille, lui, puisque je crois... Oui, mais les Le Pen, c'est Le Pen qui est candidat ou c'est Martinez? Ils ne sont jamais là. Ils ont été pointés comme étant des gens qui n'étaient jamais là. Ils sont là. Je suis désolé, ils ne sont jamais là depuis 3 mandats. Je suis à 100% de présence. J'attends toujours de voir M.
Monsieur Le Pen un jour pour faire un débat, voter un amendement, justement pour permettre la protection sociale européenne. Les pointages sont faits. Il n'y en a qu'un seul qui est moins présent que vous, c'est Monsieur De Villiers, vous êtes en bonne compagnie. Sur la mondialisation... C'est quand même très important. Des pays envoient des productions, avec des coûts salariaux très bas, des coûts environnementaux, ils ne respectent même pas le protocole de Kyoto ou quoi que ce soit. Pas les droits de l'homme, ils font travailler des enfants, des vieillards, des prisonniers, et on accepte leur production qui vient concurrencer les nôtres et qui viennent tuer nos emplois. Il faut arrêter ce masochisme. Est-ce que c'est une raison, Louis Alliot, pour refondre le Code du travail? Parce que vous êtes pour la refonte du Code du travail. Nous sommes pour renégocier les traités européens et déjà pour défendre l'emploi quand il est là. Ça, c'est la première mesure, y compris en matière agricole. Je rappelle que depuis le traité de Rome, 75% des exploitations agricoles ont disparu en France, avec tout ce qu'on connaît de désertification rurale et de défiguration du paysage en général. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous dites le monde du travail. Oui, il faut libérer le monde du travail. Il y a des gens qui veulent travailler plus. Ils doivent... de précarité, pour moins de sécurité. Mais pas du tout. Ils doivent pouvoir le faire. On sait aujourd'hui que les 35 heures ont été une charge considérable pour les finances publiques. Vous êtes pour la suppression des 35 heures. Gérard Onesta, les Verts sont contre, bien sûr. Nous sommes pour les 35 heures. Oui, on est pour la semaine des 4 jours, parce qu'effectivement, il faut partager, il faut penser en termes de solidarité. C'est vrai que c'est une aberration. Vous étiez pour le CPE et vous avez bien noté que monsieur... Pourquoi 35 heures, d'ailleurs ? Puisque le partage du travail, pourquoi pas 30 heures ? Quand le Premier ministre a reculé grâce à la rue sur l'histoire du CPE, vous étiez les seuls à pleurer. Vous étiez les seuls à pleurer. Heureusement, la rue était contre vous. Je suis un démocrate et je ne fais pas confiance à la politique de la rue. Ça, c'est le début de l'anarchie et de la révolution et du totalitarisme. Il y a des élections, il y a une souveraineté, c'est le peuple qui décide. Ils n'étaient pas contents de M. Villepin et de Chirac, ils changeront, ils ne voteront pas pour M. Sarkozy. J'espère bien qu'ils ne voteront pas pour M. Sarkozy. Ils voteront pour Jean-Marie Le Pen. Il m'étonnerait qu'ils votent pour le Front National pour faire la même politique en termes d'emploi que la droite. Exactement la même, tout pour les patrons et rien pour le social. Gérard Onesta, Louis Alliot, je vais peut-être vous mettre d'accord au moins sur les manifestations des rues. Quand il y a 1 million de personnes dans les rues, c'est vrai, ça commence. Ça veut dire qu'il y a un signal adressé au gouvernement. Il y a un point, en tous les cas, dans vos programmes sur lequel vous êtes plus ou moins d'accord tous les deux, c'est rendre le pouvoir aux Français par le référendum et la proportionnelle. Alors sur le référendum, vous dites tous les deux la même chose. Vous dites qu'il y a en France une crise de la démoucratie représentative. Alors sur le référendum, comment on exerce le référendum? Sur quel sujet vous prenez la question. Par exemple, la question du CPE, fallait-il la... La question du CPE est une micro-question par rapport à l'ensemble de la... Mais pourquoi pas? Mais parce que c'est une micro... Les jeunes apprécieront effectivement que leur avenir est une micro-question. Non, l'avenir du CPE, c'était l'emploi en général. Et l'Europe en particulier. Totale. Et l'Europe en particulier. Le seul l'honneur de la politique, c'est lutter contre la précarisation, ce n'est pas de l'organiser. Sur l'Europe. Quelle Europe voulons-nous? L'Europe des coopérations, celle qui a fait la fierté d'Airbus avant la privatisation par la gauche. Bravo l'exemple. On voit bien que l'Europe intergouvernementale, où elle nous mène. La privatisation que vous avez menée, quand Mme Voynet était au gouvernement. Et les ouvriers s'en souviennent ici d'Airbus. Alors vous défilez avec les syndicats, etc. Mais je peux vous dire que dans les usines, les gens ne sont pas dupes. Et ils voient très bien qui les a manipulés depuis longtemps et qui détient la vérité sur ces choses-là. Gérard Onesta, sur le référendum, l'utilisation du référendum, sur quel sujet exercer le référendum? Sur tous les sujets importants de société? Sur tous les sujets, mais il faut aussi que le référendum puisse être d'initiative citoyenne. Alors il y a des pays en Europe qui le font. Un certain nombre de centaines de milliers ou de millions de signatures peuvent permettre effectivement de prendre régulièrement le pouls de la population. Alors sur l'Europe, quand même, bon, vous avez des différences, on l'a noté. Oui. Je voudrais avoir votre point de vue sur... Il y a ceux qui font leur travail et ceux qui ne le font pas. Alors, sur l'euro, le travail de la technocratie européenne, vous êtes payé, la famille Le Pen, je suis désolé, pour faire ce boulot-là, et vous ne venez pas. Et vous ne venez pas. On va aborder l'euro. Attendez, vous ne venez pas. Vous vivez de ça. Vous êtes un vice-président, vous participez à l'exécutif. Vous apprendrez que le vice-président est payé comme M. Le Pen, pas un centime de plus, pas un centime de moins. L'opposition n'a aucun pouvoir au Parlement européen. Elle est une chambre d'enregistrement. Voilà, c'est tout. Sur l'euro, Gérard Onesta, sur l'euro, c'est important sur l'euro. Vous savez que l'euro est accusé de tous les maux, notamment de la baisse du pouvoir d'achat en France. Alors, dans une interview d'ailleurs accordée au Monde jeudi dernier, Jean-Marie Le Pen, à la question « Que ferez-vous de l'euro ?», Jean-Marie Le Pen répondait « J'en fais des confitures ». Ça voulait dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne croit plus à l'euro Plus personne ne croit à l'euro. Gérard Onesta, vous croyez à l'euro? Plus personne n'y croit. Heureusement, la plupart des pays qui viennent de rentrer dans l'Union européenne se battent pour avoir cette monnaie qui leur permet la stabilité. Je vous signale d'ailleurs que si les
prix avaient augmenté autant qu'on l'a dit, on aurait vérifié quelque chose, on aurait eu une rentrée massive de TVA, puisque la TVA est indexée sur les prix, on n'a rien vu à ce niveau-là. Donc on voit bien qu'il y a un mauvais procès qui est fait à l'euro. L'euro a permis la fin des guerres entre les monnaies européennes et une partie de stabilité. Le problème de l'euro, c'est qu'il n'est pas sous contrôle. C'est-à-dire qu'en tant que député, je ne peux pas contrôler cette banque centrale européenne. Et là, je crois que les socialistes comme l'UMP ont une large responsabilité sur ce mécano-là qui est à revoir. Alors sur l'euro, vous voulez en faire des confitures, dit Jean-Marie Le Pen. Il faut modifier le statut de la Banque centrale européenne. Non, il faut continuer avec l'euro pour l'instant. Ah, mais c'est bien, vous évoluez, il y a 5 ans, vous l'avez voulu. Il n'y a que les ânes qui n'évoluent pas, monsieur Onesta. À gauche, on n'évolue pas depuis 30 ans, donc il serait bien que ça évolue aussi. Mais il faut évidemment vivre avec lui, en regardant que des pays qui ne l'ont pas vivent mieux que nous. L'Angleterre, par exemple, n'a pas l'euro et s'en sort mieux que nous. Et pour nous, la Hollande, l'euro était quand même une mini-catastrophe. Et c'est bien que M. Onesta dise ça, parce que les gens voient que le pouvoir d'achat a baissé, que les prix ont augmenté et que l'euro est directement lié à cela. En 10 secondes, pouvoir d'achat et l'euro, une relation ou pas? Non, l'essentiel en 10 secondes, si je peux passer un message, c'est la santé, la planète demain, au-delà de tout ce microcosme de quelques centimes par-ci ou de quelques drapeaux par-là, votez pour l'essentiel, votez pour l'écologie. Merci messieurs d'avoir répondu à toutes mes questions. Bon appétit, bon après-midi à tous. Au revoir dans un instant, l'info de votre région.